Bonjour, vous êtes avec nous au Blabla rue Blanche à Paris pour un café avec Panchi. Panchi, c'est moi, et avec la complicité de Philippe Martineau pour la réalisation, d'Adrien Agege pour la musique, de Mélina Vernant pour la com et les photos, je reçois en public des autrices, des auteurs qui viennent à ce rendez-vous pour me raconter comment ils créent. Écrivains, écrivaines, réalisatrices, réalisateurs, metteuses et metteurs en scène, scénaristes, ils et elles me confient leurs secrets sur leurs inspirations, leurs univers de création, leurs projets. Écoutez-les. Au Blabla Café pour un café avec Panchi. Merci à vous qui êtes venus écouter cet enregistrement. Merci à Valérie Le Sort que je reçois aujourd'hui, Valérie Le Sort-Eck. Et vous venez d'entendre un extrait du cabaret horrifique que Valérie Le Sort a mis en scène à l'Opéra Comique. On en parlera tout à l'heure. Metteuse en scène, plasticienne, autrice, adaptatrice, comédienne. Ça en fait des choses. En tant que plasticienne, tu as travaillé au cinéma, à la télé, au théâtre, notamment avec Philippe Gentil, Thomas Ostermayer, Jean-Paul Rapneau, Jean-Michel Ribes, Xavier Duringer, je ne les cite pas tous, bien d'autres encore. Avec Christian Eck, tu coécris et réalises en 2012 Monsieur Herc TV. Il y a du bruit, c'est normal, on est au Blabla Café, qui nous reçoit et c'est l'esprit du lieu. Donc tu as écrit Monsieur Herc TV et puis pour Canal+, et puis tu as aussi coécrit, adapté plusieurs spectacles avec Christian Eck. On se souvient bien sûr de 20 000 lieues sous les mers d'après Jules Verne que vous avez créé à la Comédie Française, qui vous a valu d'ailleurs le Molière de la création visuelle et le prix de la critique 2016. Cette année, vous venez d'adapter et de mettre en scène La Mouche d'après Georges Langelane, on dit comme ça? Langelane. Oui. Merci Valérie. Et ce spectacle formidable au Bouffe du Nord, spectacle qui est actuellement en tournée, dans lequel vous jouez tous les deux, Christian et toi, aux côtés de Christine Murillo et de Stéphane Wojtowicz. Ce spectacle a fait beaucoup parler de lui. Également en tournée prochainement le cabaret horrifique, dont tu as assuré seul cette fois la mise en scène, j'en parlais tout à l'heure, et dont tu as réglé les effets spéciaux. Aussi, Petite balade aux enfers, adaptation, scénographie et mise en scène que tu signes en 2019 et qui tourne, je crois, aussi cette année. Oui. Il y avait encore à citer bien des choses. Le Domino Noir que vous avez mis en scène, Christian Eck et toi, à l'Opéra Royal de Wallonie à Liège et à l'Opéra Comique à Paris en 2018. Ce spectacle vous a valu le Grand Prix de la critique du meilleur spectacle lyrique. Ouf! Est-ce que j'ai tout dit? Je ne sais pas, certainement pas. Donc Valérie, je suis vraiment très très heureuse de te recevoir. On se connaît depuis un petit moment. Moi, je suis très admirative de ton parcours, de tout ce que tu fais, vraiment très sincèrement. Alors, on va rentrer dans cette discussion avec une première question que j'ai envie de te poser. Comment ça a commencé ton envie de créer? Alors je dirais vraiment à la base, puisque tu as une formation de plasticienne, mais aussi de comédienne. Qu'est-ce qui a généré la première fois l'envie de la création? Ben, je suis un peu une enfant de la balle quand même. J'ai ma grand-mère qui était comédienne, mon grand-père qui était réalisateur, scénariste, ma mère critique de théâtre, de danse. Donc depuis que je suis petite, je vais au théâtre. J'ai mis du temps avant de savoir. D'ailleurs, je sais toujours pas. C'est pour ça que je fais tout ça et que j'ai fini un peu en couteau suisse. À savoir quelle direction prendre, parce que mon père est très bricoleur. Donc j'ai toujours été un peu entre le manuel, le théâtre. Est-ce que c'était comédienne, est-ce que c'était la sculpture, je savais pas trop. En tout cas, j'ai commencé par le manuel, c'est-à-dire je dessinais beaucoup. J'étais une très mauvaise élève à l'école.
Donc je me suis dirigée vers l'art plastique. Qu'est-ce que je voulais faire vraiment? Je savais pas trop. Puis je crois que c'est en fait le premier déclic, ça a été Thriller, le clip de Michael Jackson, Bah ouais. où j'ai vu tous ces zombies et j'ai trouvé ça formidable et j'avais envie de faire des effets spéciaux. Et ça t'a embarqué direct. T'as commencé donc par apprendre ça, apprendre ce métier-là. Ouais, de plasticienne. Où je dois dire que t'es assez énormément forte. C'est assez impressionnant. Alors on est sur un podcast audio, évidemment, on pourra pas montrer des choses, mais je conseille vivement d'aller sur le site de Valérie Le Sort, puis d'aller regarder les vidéos, puis d'aller voir les spectacles, évidemment. Alors bon, ta première t'as pris des cours de théâtre aussi. T'as aussi suivi une formation de comédienne. Ouais, j'étais au conservatoire du 10e, du 17e, un peu au cours Florent, j'ai papillonné. J'ai commencé à 24 ans, un peu tard. Du coup, trop tard pour vraiment lancer une carrière de comédienne, mais tu dis ça, mais moi qui t'ai vu jouer récemment dans La Mouche, je te l'ai déjà dit, c'est pas de la flagornerie, je t'ai trouvé mais absolument formidable. Mais comme merci. Actrice. Mais oui, mais en fait, je suis ravie parce que c'est quelque chose que j'avais laissé tomber. En fait, je me suis retrouvée avec toutes ces comédiennes, des petites brunes un peu comme moi, où d'un coup il fallait se retrouver. On se retrouvait à un casting de pub pour vendre du dentifrice. Enfin, bon, je trouvais ça assez déprimant ce truc-là. Et puis j'étais pas très heureuse dans les pièces dans lesquelles je me retrouvais, ni dans les cours, parce que j'avais tout ce bagage derrière moi. J'étais assez exigeante et je sentais que c'était pas suffisant en fait, comédienne. Il y avait un truc qui me rendait pas heureuse. Et là, ce qui est bien, c'est que ça s'est fait complètement naturellement. C'est-à-dire que sur La Mouche, finalement, on a écrit. J'ai pas écrit le rôle pour moi, mais on se disait il faudrait quelqu'un pour maquiller Christian, pour le transformer, puisqu'il se transforme en mouche au fur et à mesure de la pièce. Il y avait tous les effets spéciaux, il y avait la manipulation de marionnettes aussi que je fais, et puis tout d'un coup on s'est dit tiens Marie-Pierre, au départ c'était un tout petit rôle, allons-y, j'ai qu'à jouer dedans. Ben, c'est un rôle formidable. Et puis finalement, je suis hyper contente. Donc, tu es en train de me dire que tu l'as fait par utilité. Bah, dis donc. Mais alors là, maintenant, j'y reprends goût, maintenant. Ah oui, je comprends. C'est quand même agréable d'être sur scène. Il n'y a rien qui remplace ça. Hein, et puis c'est pas être couteau suisse que d'aller et venir, entre les formes. La première création que tu as réalisée, c'était quoi? En tant que quoi? Ce que tu veux. Parlons du travail de créateur. Je ne dis pas que les interprètes sont pas des créateurs, mais parlons plutôt que du travail de comédienne. Là, pour le coup, parlons du travail d'autrice, de plasticienne. Je crois que plasticienne, ce que j'ai fait le premier truc vraiment très intéressant, c'était quand j'ai travaillé pour l'Expo universelle au Portugal en 98. Où en fait je suis arrivée là-bas avec un Anglais qui s'appelait Kevin Plum, avec qui je travaillais beaucoup, et il y avait 120 monstres marins à créer. Donc c'était des monstres géants qui devaient déambuler dans toute l'expo universelle. Et donc on avait des dessins, mais on pouvait vraiment inventer. Donc on est parti de ces dessins et puis on est resté 1 an au Portugal à créer ces énormes monstres. Qui était un peu théâtralisé finalement parce qu'ils se baladaient, ils allaient voir les gens, il y avait des parades et tout ça, donc c'était des vrais personnages. Et un point de départ ensuite, j'imagine, pour Un milieu sous les mers. Mais voilà, en fait, tout est lié, tout est lié. Et même la formation de comédienne, je pensais pas qu'elle me resservirait en tant que comédienne, mais pour l'écriture, pour la mise en scène, pour puis même finalement, à chaque fois que je sculpte une marionnette ou que il y a quand même toujours il y a toujours cette notion d'interprétation, c'est un personnage, c'est des personnages concrets. Bien sûr. Et qu'est-ce qui a généré ça? C'est une commande, ce travail avec ce monsieur Plum? Oui, Plum. Oui. Oui, c'est une commande. Alors lui, il était plus vieux que moi, il avait plus de bagages, donc voilà. D'accord. Je l'ai suivi là-bas, mais c'était une commande, ouais. Alors, qu'est-ce que c'est la différence intérieure entre l'écriture textuelle, l'écriture plastique, la direction de jeu? Qu'est-ce que ça fait bouger? Mais moi, j'ai l'impression que chez moi, ça fait bouger exactement la même chose. Finalement, je fais absolument aucune différence quand je dirige un comédien ou que je dirige une marionnette. De toute façon, il y a le comédien derrière, mais quand on écrit avec Christian ou quand j'écris toute seule, tout est vraiment lié. C'est-à-dire que je vais
imaginer l'histoire en fonction des contraintes que la marionnette impose ou que le visuel ou que des gros costumes imposent. Donc finalement, cette contrainte-là devient artistique et m'amène à une histoire où, par exemple, dans La Mouche, on savait que Christian allait être transformé, donc on a écrit des scènes en plus entre l'inspecteur et la mère qui deviennent elles-mêmes des scènes à part entière et créatives aussi. Enfin, je fais pas de différence du tout. J'ai le même cœur, quoi. Comment tu construis selon que tu es seule ou que vous êtes à deux? Est-ce qu'il y a des choses très différentes dans la façon de concevoir, de construire une histoire ou un... Alors avec Christian, je jette beaucoup d'idées. Je suis une espèce de machine à idées. Donc j'ai beaucoup, parfois trop d'imagination et Christian va être un filtre quelque part. Et puis il a lui il a vraiment la conscience de la mise en espace, c'est tellement une bête de scène qu'il sait en fait ce qui fonctionne et il va simplifier mes idées parce que moi je pars vraiment dans des trucs. Il te recentre, il a une fonction de synthèse, c'est ça que tu es en train de dire? Pas rabat-joie, mais synthèse, c'est ça. Ouais. Et toute seule, je pars un peu plus... Mais bon, vu que j'ai moins d'argent pour mes spectacles à moi toute seule, je m'auto-calme. Oui, parlons-en d'ailleurs. Parlons-en. L'identité d'une personne et qui travaille en compagnonnage avec une autre personne, comment ça se... Et puis t'es une femme, bon, voilà, oui, je vois où tu veux en venir. Bon, après, il est certain que Christian a une carrière de comédien énorme et que forcément, c'est un magnifique acteur. Quand on est arrivés tous les deux, c'est forcément lui qu'on met en valeur. On pense que tout ce qui est drôle dans les pièces, ça vient, c'est lui. C'est un petit peu agaçant. Il y a quand même un truc où, voilà. Nous, entre nous, en fait, ça se passe très bien. C'est très, c'est très équilibré, il y a pas de, enfin voilà, on est vraiment. Ça semble très harmonieux. Oui, c'est très harmonieux et même quand on est à la maison qu'on travaille ou quand on dirige les comédiens, il y a absolument aucune guerre, c'est vraiment en harmonie. Puis on n'a pas chacun un rôle, enfin ça se fait naturellement, on se complète très bien. Après c'est vrai que l'extérieur peut un peu pourrir ça et on a une petite tendance des fois à oublier qu'on est deux. Ouais, bien sûr. Donc je me bats un peu là-dessus. On a un peu obligé qu'il y ait mon nom en premier pour pas qu'on m'oublie. Enfin, ça va beaucoup mieux, hein, ça va de mieux en mieux. Mais c'est vrai que c'est... Je pense que les gens commencent à savoir. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Valérie Le Sort Eck est donc également l'épouse de Christian Eck. Christian Eck est donc l'époux de Valérie Le Sort. Aussi. Je le précise. Oui. Parce que je crois que c'est pas important. Eck Le Sort, voilà. C'est ça la différence. Mais peut-être ça changera au fil du temps. Les choses bougent. Non, mais c'est intéressant d'en parler parce que c'est toujours intéressant de dire les choses, ce qu'on ressent. Comment vous êtes croisés chez Philippe Gentil? Non, alors ça on a menti, on dit ça, mais c'est pas vrai parce qu'on trouvait ça romantique et puis vu que c'est un peu l'univers qui nous lie, c'est vrai que on continue un peu le travail de Philippe Gentil, même si notre travail est un peu plus théâtral, ça parle plus, mais il y a c'est un peu notre maître à nous deux, mais c'est pas vrai. On s'est rencontrés en fait au Rond-Point sur Muséo Muséba. Ah ouais. Où lui donc jouait dedans et moi je faisais les accessoires, puis je faisais un énorme Mickey. Je m'en souviens. Tu te souviens qu'il y avait un gros zizi qui s'allumait, il explosait, voilà. C'était magnifique. C'était prémonitoire parce que j'ai vu Jeff Koons faire ce genre de choses c'est vrai, après. C'est vrai. Elle était bien cette pièce. Et Christian avait besoin parce que finalement lui, même l'accessoire ou le costume, c'est un partenaire de jeu. C'est-à-dire que s'il veut une plante, il faut que c'est pas n'importe quelle plante, faut qu'elle bouge bien, faut qu'elle soit vivante, faut que pareil sa perruque, tout est un partenaire de jeu. Et on a commencé en fait à chercher. J'ai tout de suite compris où il voulait en venir puisque moi-même j'avais aussi ce besoin que les objets soient vivants et donc on est parti à la recherche d'une plante qui bouge, je lui ai fabriqué des trucs et on s'est hyper bien entendu. Ça a connecté comme ça, je te remercie de me dire la vérité à moi. Ouais. Et dis-moi Valérie, alors, pour rentrer dans des questions plus, plus intérieures, je demande toujours ça, comment ça se passe quand tu es en création? Comment ça se passe organiquement? Est-ce que ça induit des choses sur le corps, sur la vie personnelle, est-ce
Est-ce que tu as des rituels, par exemple, quand tu es en écriture, en création, ou pas? Non, j'ai pas de rituel. J'ai pas de rituel. Après, c'est pareil. C'est quand je travaille avec Christian, vu qu'on vit ensemble, c'est une espèce d'obsession, ce qui est un peu dangereux. Ouais. C'est-à-dire que on se couche, on parle de ça, on se lève, on parle de ça, on ne parle que de ça, et ça devient un peu la folie à la maison. C'est-à-dire que lui, on est en train d'écrire, il va se mettre à quatre pattes et il va se mettre à faire l'insecte. Moi, je vais aller chercher un collant, je vais lui coller sur le visage et lui faire des trous et dire ah, tiens ça marche. Donc ça devient un peu une maison de fou où la vie tourne autour que de ça. Et alors ta fille, puisque je sais que tu as une fille, comment ça se passe? Les enfants sont un peu désespérés. Hein. C'est vrai quand on faisait Monsieur Herc TV. Ouais. Donc Monsieur Herc TV, c'était un petit bonhomme, c'était une marionnette hybride. C'est-à-dire que c'était un corps de marionnette avec la tête de Christian. Et donc il mesurait 80 centimètres. C'est assez extraordinaire. Et on avait recréé le décor à la maison où Christian avait sa marionnette autour du cou et puis les enfants rentraient et on les engueulait. Va faire tes devoirs avec la marionnette autour du cou. Enfin bon, c'est toujours un peu difficile d'être pris au sérieux. C'est difficile d'être pris au sérieux. Pour le moment, ma fille n'a absolument pas envie d'aller dans le monde artistique. Oui, d'ailleurs, c'était la question que j'allais poser. Non, ça l'attire pas du tout. Non. Je suis sûre qu'elle serait assez douée, mais pour le moment, elle rejette. Elle est plutôt humanitaire, ouais. Pas mal. Parce que toi, t'es une enfant de la roulotte et on pourrait imaginer qu'elle. Eh ben non. Mais ça va peut-être venir. Hein. En tout cas, je pense qu'elle a quelques talents. Elle dessine bien. Enfin bon. Oui, donc. Je pense qu'elle a ça. Mais pour le moment, c'est rejet. Elle est encore jeune. Tant mieux. Mais oui, bien sûr. Et la vie sociale, c'est comment quand t'es en création? On voit plus personne. Et donc là, cette année, on voit personne. C'est très sympa. Cette année, on en a accepté 3. Donc, on a fait un opéra baroque en septembre, qui était quand même pas une mince affaire. C'était 3h30 baroque à l'Opéra Comique. C'était Ercole et Amante. Ouais. Avec Christian qui s'est absenté pas mal parce qu'il tournait. Donc, il était en tournage. Voilà, c'était quand même un gros truc. Puis on a enchaîné sur les répétitions de La Mouche. Et puis là, on met en scène Le Bourgeois Gentilhomme. Là, on commence les répètes le 15 juin. Oui, donc c'est très très proche. Donc là, la vie sociale... oui, c'est un peu une vie de fou. Puis de toute façon, on pense qu'à ça, on parle que de ça. Enfin, on est très ennuyeux. Ouais. Ennuyeux ou pas, ça dépend. Les gens peuvent oui, être heureux de vous entendre quand même. Ouais, mais là, c'est vrai qu'on est dans un truc où il faut être hyper... C'est presque un truc de sportif, quoi. Il faut une hygiène de vie, il faut, on peut plus faire la fête trop. Faut vraiment avoir sa tête. Surtout que, encore une fois, sur Le Bourgeois, c'est un peu une adaptation. Et puis il y a encore du visuel, donc c'est encore créer des choses. Moi, je tiens à continuer à sculpter dans mon atelier avec Carole Allemand, avec qui je travaille tout le temps. Oui, j'allais te poser la question. J'ai envie de continuer. Tu continues quand même. Tu parviens à trouver du temps pour. Ouais, il faut. Je trouve ça super important et en fait, on a tendance un peu à rabaisser le visuel, à penser que le manuel, je veux dire, pardon, pas le visuel, le manuel. Alors que chez moi, c'est aussi important que d'écrire ou que de jouer. J'en ai besoin et puis, comme je disais, ça fait partie des personnages de la pièce, donc il faut que. Ouais. Il faut y mettre sa patte. C'est pas des choses qu'on donne comme ça. Tiens, fais-moi une marionnette de, je ne dirais pas quoi, mais bien sûr. Voilà. On va écouter un extrait de 20 000 lieues sous les mers que vous avez adapté pour la Comédie Française, et on s'en redira un mot après. Pardonnez-moi, monsieur l'officier, mais de quel nom doit-on vous appeler? Je suis le capitaine Nemo. Et vous êtes à bord de mon sous-marin, le Nautilus. Professeur, venez-moi! C'est... Il y a un poisson par la fenêtre. C'est ça, il y a un poisson par la fenêtre.
Professeur, c'est aujourd'hui le 18 décembre 1867 à midi que commence votre premier voyage d'exploration sous les eaux. Que Dieu nous garde! Voilà, vous avez entendu donc un court extrait de ce spectacle. Comment, qu'est-ce qui a déclenché l'envie de créer ce spectacle? On a parlé de l'exposition universelle où tu faisais des personnages marins, des poissons, mais qu'est-ce qui a déclenché l'envie d'adapter Jules Verne? Alors c'est après Monsieur RTV, déjà on s'est rendu compte, parce que ça aussi ça s'est fait par hasard. C'est ça qui est chouette, c'est qu'il n'y a pas de pression, parce que c'est dur d'être avec un homme qui travaille comme ça tout le temps, qui est à la Comédie Française, on le voit jamais. Mais on s'est pas dit tiens il faut qu'on travaille ensemble pour être ensemble. C'est-à-dire que, alors je reviens en arrière sur Canal+. Canal+ a appelé Christian en disant on voudrait que vous fassiez des programmes courts. Christian n'avait jamais pensé à faire de la mise en scène, ni à écrire, ni. Et puis il me dit bah, j'ai rien à dire, je vais laisser tomber, je sais pas quoi. Et puis on a commencé à réfléchir, et puis il y a eu l'idée de Monsieur RTV. Et puis on a commencé à réfléchir à des sketchs. Et puis on s'est dit ah bah tiens bah écrivons ensemble, ah bah mettons-le en scène ensemble. Mais il y avait jamais eu de pression, donc on s'est dit ah c'était super, on s'est bien amusé, on a envie de remettre ça. Et puis Éric Ruff est rentré à la Comédie Française et a proposé aux comédiens, a dit moi j'aimerais bien que vous ameniez, s'il y en a qui font de la danse, s'il y en a qui font des arts plastiques, quelque chose, amener de l'extérieur d'autres formes d'art. Super. Et donc bah on a sauté sur l'occasion, on a cherché, on voulait quelque chose de visuel, on voulait qu'il y ait des marionnettes, mais quoi voilà, c'est compliqué parce qu'on peut pas imposer des marionnettes n'importe où, n'importe comment, faut que ce soit justifié. Et 20 000 lieues sous les mers, bah, j'ai eu l'idée parce que j'étais en train de travailler pour je sais plus si c'était Greenpeace ou j'avais fait une sorte de costume de poulpe truc comme ça. Et on s'est dit mais ce serait vachement bien la mer, la marionnette finalement dans le théâtre noir. Le théâtre noir, donc c'est le procédé qu'on utilise, qui est manipulateur caché, qui rentre dans un couloir de lumière, donc les objets flottent, donc ça se prête très très bien avec l'univers marin. Et puis bah, d'un coup, hop, 20 000 lieues sous les mers. Et l'adaptation, vous l'avez donc faite vous, l'adaptation du texte, parce que c'est quand même très réussi. C'est un des côtés formidables du spectacle. Bah évidemment, oui, il fallait rendre ça théâtral. Fallait le théâtraliser et en faire quelque chose à la fois de condensé et en même temps où on a vraiment la substantifique moelle. Oui. Et vous avez réussi très fort. Et donc ce travail d'écriture que vous l'avez fait ensemble, vous l'avez. On l'a fait ensemble. Comment ça s'est fabriqué ça? Bah c'est quand même 600 pages et puis. C'est énorme. En fait l'idée est super, mais le roman il y a beaucoup de descriptions. Ouais. Mais vraiment beaucoup des listes de poissons. Donc déjà on a choisi les moments qu'on trouvait le plus intéressants, les moments qu'on pouvait théâtraliser. On a évidemment pensé qu'il fallait que ce soit dans un lieu unique, donc on a imaginé ce hublot avec où on pouvait voir le monde marin à l'extérieur. On pouvait pas vraiment sortir du sous-marin. Donc, par exemple, la scène du sauvage, il y a une attaque de sauvages, mais ils sont sur une île. Bah, nous, on a fait rentrer le sauvage dans le sous-marin. Il vient envahir le sous-marin. On a fait les scaphandriers, ça, on pouvait isoler. Mais voilà, d'abord, on a choisi ces moments-là. Puis, on a théâtralisé les personnages aussi. On les a rendus un peu plus touchants parce que finalement, Jules Verne, il écrit, mais c'est aussi un prétexte pour parler de science, mais ces personnages qui sont enfermés, finalement, on ressent pas vraiment le fait qu'ils soient le temps qui passe, les tensions, voilà. Donc on a rajouté un petit peu, on a rajouté sur les personnages, on leur a donné un peu plus de couleurs, je crois. On a inventé le personnage de Flippos, qui est le second. Enfin, il y en a un en fait, il y en a un dont je me souviens moins. Mais il a pas de nom, il n'existe pas, mais il parle une langue. Mais sauf que c'est pareil, Jules Verne l'a pas tiré. Nous, on trouvait ça hyper marrant qu'ils aient inventé une langue entre eux, donc on a tiré les ficelles un peu. Et on a rajouté quand même quelques délires, comme le professeur Aronnax, qui, parce qu'on avait envie, en fait, c'est aussi, comme je disais, l'écriture se fait par rapport aux marionnettes et à nos envies et à nos contraintes de marionnettes. Donc, on avait envie qu'il y ait une marionnette hybride, c'est-à-dire la tête de Christian avec un animal marin. Donc là, on a fait une araignée de mer.
Et pour ça, on s'est dit, bah tiens, le professeur va se prendre une flèche, il va être empoisonné, il va être défoncé, et il va imaginer Fantasmer. que le capitaine Nemo revient en araignée de mer. Voilà. Et ce qui est assez génial avec ce spectacle, c'est que c'est un spectacle, moi je me souviens très bien d'être allé le voir avec mon neveu qui avait 14 ans, et c'est vraiment tout public, quoi. C'est un spectacle qui s'adresse... Il a arrêté de tourner, là, ce spectacle? Non, il recommence à tourner en 21, et puis peut-être il va se reprendre à Paris encore. C'est normal, c'est formidable, c'est formidable. Et alors, de 20 milieux sous les mers, j'ai envie de passer à La Mouche. Comment l'idée vous est venue d'adapter cette nouvelle, dont il existe aussi un film de Cronenberg, et ce que vous avez fait est extrêmement différent des deux, je crois. Enfin, oui, j'ai pas lu c'est le encore texte. plus libre hein, comme adaptation, c'est encore plus... Oui, c'est d'une liberté totale, Ouais. c'est vraiment... Alors, je sais qu'il y a, en tout cas, je l'ai ressenti, je pense qu'il y a des sources d'inspiration de l'émission Striptease, Oui. je suppose. Parce Oui, que c'est un vrai mélange. souvenir, oui. Ouais, on le revendique complètement. Et alors, comment c'est né, ça, ce projet? Alors, c'est né après 20 milieux sous les mers. On n'avait pas envie d'être catalogué parce que du moment qu'on met du visuel et le jeu de Christian qui est évidemment très physique, on peut vite être catalogué un peu enfant. Ouais. Et on n'a rien contre les enfants et contre le tout public. Mais à un moment, on en a eu un peu marre parce que la dernière reprise de 20 milieux sous les mers, il y avait carrément des poussettes parce que les gens pensent toujours que leur enfant est extraordinaire, il va tout comprendre, même quand il a 2 ans, alors qu'il pleure dès qu'il y a un noir. Enfin, bon, voilà. Et donc là, on s'est dit attention, il faut faire quelque chose de différent. Puis vu le succès, on avait intérêt à partir quand même sur autre chose. Et moi, ça faisait longtemps que, avec Thriller, par exemple, que j'avais envie de faire des trucs d'horreur. Donc, j'ai déjà fait mon petit cabaret horrifique. Oui, ton cabaret, là, on va y revenir aussi après. Mais j'avais écrit une pièce un peu grand guignol. Je suis assez attirée par ça. Donc, j'avais envie de partir là-dessus. Et on a commencé à chercher quelle pièce pourrait correspondre à la corporalité de Christian, à en même temps l'horreur, tout ça. Puis, on s'est dit, à un moment, on s'est posé la question sur l'exorciste. Enfin, je sais pas si Christian aurait peut-être pas joué la petite fille, mais... Dommage. C'était pas une mauvaise idée. Ça peut être pas mal. Mais on a pensé à ça, on a pensé à Dracula, et puis La Mouche est venue en discutant avec Michel Esco. Ah ouais. Je crois même que c'est lui qui m'a glissé l'idée. J'ai dit que c'était moi pendant longtemps, j'ai menti aussi, en fait, c'est lui. T'es une sacrée menteuse finalement, Valérie. Bravo Michel Esco. Et donc vous avez lu le texte et ça a décanté, oui, alors comment faire de la science-fiction au théâtre, comment faire peur au théâtre, parce que moi jusqu'ici tout ce que j'ai vu, j'ai jamais eu vraiment très peur, et puis je trouve que d'essayer de faire trop d'effets spéciaux, en tout cas de rivaliser avec le cinéma, ça marche pas. Donc, alors ça, je ne sais plus comment est venue l'idée de Striptease, mais on est fasciné par Striptease, on adore cet épisode, la soucoupe et le perroquet. Extraordinaire. Donc de ce vieux garçon en fait qui vit avec sa maman, il a une 50aine d'années et il fabrique une soucoupe volante dans son jardin. Sa mère y croit dur comme fer, contrairement à notre adaptation, et elle coupe des arbres pour que la soucoupe volante, qui est assez jolie d'ailleurs, enfin c'est une espèce d'igloo en bois. Je me souviens très bien, je l'ai vu. Donc elle coupe des arbres pour qu'ils puissent décoller. Enfin bon, c'est une espèce de délire comme ça. Et ils vendent des poireaux tous les deux. Voilà. Donc on sait quand même, en fait, finalement, notre adaptation, elle se rapproche plus de Striptease que de La Mouche. La Mouche, on a gardé la base, l'idée qui est géniale, quoi. Et ce qui est extraordinaire dans votre adaptation et dans le spectacle que vous en avez fait, c'est qu'on hurle de rire et que, effectivement, on peut hurler de peur aussi. Il y a les deux, et c'est émouvant en même temps parce que cette relation, fils-mère, c'est assez bouleversant et c'est, faut dire qu'on a des comédiens bouleversants aussi. Bien sûr, vous êtes une équipe extraordinaire, 4 comédiens formidables, ça, évidemment, ça aide. On va écouter un extrait de La Mouche, qui est actuellement en tournée. Il est 22h. Analyse volumique. Activation de la transmission. C'est pas ma copine. Vous faites des recherches sur quoi?
Pour l'instant, je travaille sur une machine à téléporter. Où est-ce que vous rêvez d'aller? Oh, à Saint-Trope. On met un télépode à Saint-Tropez, et puis zou, vous y êtes en quelques secondes. Et bien sûr, c'est Marie-Pierre qui va se retrouver non pas à Saint-Tropez, mais coincée dans la je raconte pas. Ouais, non, je raconte pas pour ceux qui l'auraient pas vu. c'est vrai. Faut pas. Non, faut pas. Alors donc la mouche en ce moment en jeu. Et puis j'aimerais qu'on parle aussi de ce cabaret horrifique que j'ai malheureusement pas vu, mais je ne désespère pas parce En que juin. je sais que ça va. Ouais, voilà. Ouais. Je vais donc là vraiment le voir en vrai. J'en ai vu des images, évidemment. Encore une fois, on est en audio, on n'est pas en vidéo, c'est dommage. Mais comment c'est venu ça, donc à l'Opéra Comique Alors, et c'est quoi l'idée qui t'a fait partir déjà, c'est Olivier Mantéi qui est très gentil avec moi. C'est-à-dire que c'est un peu le premier qui me donne ma chance toute seule, et il m'en a donné 2. Et il m'a proposé donc ils font ces trucs-là, ils font des cabarets qui s'appellent Porte 8. Donc c'est le soir pendant quelques jours où on va dans la petite salle bisée de l'Opéra Comique, donc c'est pas dans la grande salle, et c'est vraiment sous forme de cabaret où il y a du champagne, des tables, et on est avec le public et on a carte blanche pour faire un cabaret. Donc là, je me suis dit, je vais faire un truc d'horreur, puisque en plus j'avais en stock des têtes coupées, des mains coupées, enfin j'ai tout un stock d'horreur dans mon atelier. Et en fait, je suis avec Judith Fa, qui est donc une super chanteuse, qui est aussi dans mon petite balade aux enfers, là, dans l'autre spectacle. Oui, sur Orphée et Eurydice. Et Lionel Peintre et Martin Sureau, qui est le pianiste. Et Lionel Peintre, c'est un chanteur. Oui. Donc Comme c'est une joyeuse, comme son nom ne l'indique pas. Et très joyeuse équipe. Moi, je suis assez pas très cultivée en opéra, donc évidemment, j'avais des airs qui me venaient un peu bateau, mais eux, je leur ai dit, voilà, quel est votre fantasme, qu'est-ce que vous avez envie de chanter, et qui pourrait se rapporter à l'horreur, à l'angoisse, à la peur. Et donc, ils sont arrivés avec leurs airs que je connaissais ou pas. Et puis il y a aussi des airs qui sont pas forcément. Il y a des trucs de variétoche terribles. Hein. Il y a Vian, il y a. Oui. J'ai vu. Ouais, il y a Vian, il y a le fantôme de l'opéra. Ouais. Il y a la salsa du démon. Mais enfin, oui. Bon, il y a plein de. Mais, mais ça aussi, il faut pas trop le dire. Oui. Je dis pas tout. Je dis pas tout. Mais oui, c'est un espèce de joyeux mélange comme ça. Et une fois que j'avais tous les airs qu'on a choisis ensemble, de là, j'ai écrit une espèce d'histoire, de fil. Et je me suis retrouvée encore à jouer dedans, mais sans faire exprès, en fait. Où tu joues la maîtresse de cérémonie, qui est assez impressionnante, je veux dire. Magnifique, sublime. Parce que je voulais que le pianiste fasse des bruitages. Je trouvais ça marrant qu'il y ait des bruitages un peu d'horreur. Sauf qu'il pouvait pas jouer du piano et faire des bruitages à la fois. Je me suis rendu compte de ça, et donc tout le monde m'a dit, t'as qu'à le faire, toi. Bah oui. Alors bon, d'accord. Voilà, on a fait ça. Et puis en plus, le pianiste, le pauvre, on n'arrête pas de le tuer pendant tout le spectacle. Il s'en prend plein la tronche. Voilà. On peut entendre un petit bout de ça, Philippe? Et comment ça se passe avec ceux et celles qui t'accompagnent pendant la création? Alors il y a évidemment les chanteurs, les acteurs, les gens qui font des effets, mais aussi lumière, création, scénographie. Sonore, alors je suppose que comment tu interviens là-dessus sur la scéno? Par exemple sur la mouche ou sur 20 000, l'idée vient quand même de l'écriture, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas en disant on voudrait un décor qui aille avec cette pièce. Bien sûr. En fait, on pense à tout. Enfin, que ce soit moi seule ou avec Christian, c'est toujours
Par exemple, là, sur la mouche, on avait pensé à la caravane, on avait pensé au garage. Après, on travaille avec des gens qui subliment la chose, mais on a toujours des contraintes tellement précises sur, par exemple, là, les télépodes de téléportation dans le garage. On a déjà pensé à tout. Après, mais on travaille vraiment main dans la main avec les équipes, que ce soit costumes, décors, lumière, son. C'est vraiment tout le monde a une importance énorme, mais habilleuse, enfin tout, enfin il y a vraiment, vu qu'il y a aussi des manipulations, il y a toujours des changements rapides, c'est toujours très très compliqué ce qu'on fait, donc c'est un vrai travail d'équipe. Comment tu te situes toi en termes de direction d'équipe? Alors quand tu es seule par exemple dans une mise en scène, comment ça fonctionne? J'arrive toujours avec, il y a pas d'improvisation en fait. C'est quand même toujours très préparé, très préparé. C'est très écrit, très préparé. Après évidemment, je suis très ouverte aux propositions, mais j'arrive pas comme ça. Oh ben allez-y, faites-moi rêver. Il y a vraiment quelque chose de très précis. Après oui, je suis pas, je crois pas être sévère ou mais et tout le monde peut proposer, c'est-à-dire que tout le monde arrive et dit ah tiens on pourrait faire ça, ah oui génial. Oui, c'est pas le conflit ou le rapport de force qui non alors carrément pas, c'est vraiment dans le plaisir. Le rapport oui, dès qu'il y a des conflits je suis bloquée. Ça doit se faire puis on a intérêt à avoir des comédiens très sympas parce que on fait toujours des choses qui sont pas faciles physiquement, donc faut être assez humble pour travailler avec nous, je crois. On demande des trucs pas faciles, faut ramper, faut peut-être être dans le noir et être les comédiens du français d'ailleurs, c'était assez marrant parce que c'était eux qui manipulaient les marionnettes et fallait avoir cette humilité de se mettre dans le noir et qu'on ne voit le moins possible, ce qui est quand même le contraire du comédien. Mais ils ont adoré parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils éprouvaient un plaisir énorme à faire rire à travers leurs marionnettes et que c'était un autre plaisir, mais tout aussi fort, finalement. Et quand vous êtes tous les deux à la mise en scène, comment ça se passe? Comment ça bascule de l'un à l'autre? Naturellement. Il y a absolument pas, on pourrait croire que je vais être plus dans la direction visuelle et lui d'acteur, mais finalement c'est pareil, parce que vu qu'on a travaillé énormément tous les deux, on sait, et c'est marrant, je sais pas comment on fait, j'aimerais bien appliquer ça dans la vie de couple normale, parce que il y a une sorte de magie qui s'opère où on se complète, mais lui il va dire quelque chose, je vais rebondir, mais voilà, on est toujours d'accord et je crois qu'on participe chacun à sa manière. Ça vous arrive jamais d'avoir un désaccord? Juste une polémique, un désaccord. Petite, mais pas jamais grave. Parce qu'on a beaucoup travaillé avant. Je crois que c'est ça le secret. Oui, je pense que la préparation, ça doit être fondamental. Et alors, dis-moi, dans les relations avec les producteurs, avec les gens qui ont l'argent, qui ont la programmation, la diffusion, une certaine forme de pouvoir, comment ça se passe à ce niveau-là? On leur fait un peu peur parce que alors quand je suis toute seule, ça va encore, mais quand même, parce que ma petite balade aux enfers, là, c'est quand même toujours un peu cher. Les marionnettes, c'est cher, en fait. Puis il faut du monde. C'est un vrai métier, il faut du temps pour le faire, il faut du monde. Donc ça se passe bien, mais voilà. Mais ça coûte cher à chaque fois ce qu'on fait. Très. Là l'opéra c'était terrible. Mais aussi on nous a filé un baroque qui dure 3h30 avec une espèce d'histoire alambiquée. Et ce qu'on fait nous, c'est par exemple sur Ercole et Amante, l'histoire était dingue, mais on s'est dit on va le faire. Donc ça passe vu que c'était écrit pour le roi, ça passe de la mer à un cimetière, un jardin, Vénus dans les airs, machin. Et nous on fait ce qui est écrit, on n'essaye pas d'apporter notre patte à nous forcément quoi. Mais oui, vous vous mettez au service. Évidemment votre patte est là quand on voit ce que vous faites. On fait pas exprès. Oui, mais bien sûr. Mais c'est à mon avis, c'est ça le talent. Et c'est ce qui fait la réussite de vos projets. Alors, parlons justement de Orphée, petite balade aux enfers, parce que ça, c'est un projet que tu as réalisé toute seule. Toute seule, ouais.
Comment c'est venu ça? Encore une demande d'Olivier Mantéi, puisqu'il y a en fait un festival qui est jeune public, enfin pour amener l'opéra à tous, parce que je crois que Petite balade aux enfers, c'est pas seulement pour les enfants, c'est vraiment pour des gens qui vont jamais à l'opéra, ou même ceux qui y vont visiblement se sont vraiment amusés, mais et donc il fallait que je choisisse une œuvre à adapter. Ouais. Donc j'ai choisi Orphée et Eurydice parce que c'était parce qu'il y avait les enfers, et qu'il y avait tout un univers visuel, et que en plus la musique me touchait, ce qui n'est pas toujours. Et c'est une sacrée belle histoire. Voilà, on écoute un petit extrait, Philippe, de. C'est dommage qu'on les voit pas. Bah oui, ça c'est très dommage, surtout que les personnages sont très drôles. Ouais. On est bientôt arrivé. Non. J'ai mal au pied. Tu ne m'aimes plus. Mais bien sûr que si. J'ai bravé les enfers pour toi, je devrais dire. Alors pourquoi tu ne me regardes pas? Je sais. J'ai grossi. C'est ça. Mais non. Tu trouves que j'ai vieilli? Ah bah oui. Forcément, le royaume des morts, c'est pas très bon pour le temps. J'ai perdu mon Ça tourne? Ouais. Et ça va plus tourner là. Je suis contente parce que, en fait, j'ai conçu le décor pour que ça tourne vraiment partout. Et pour le moment, ça restait un peu à l'Opéra Comique parce que ils sont dans un système un peu, ils ont l'habitude d'avoir des énormes productions, alors que là, c'est vraiment fait pour rentrer dans un camion. Donc, c'est un petit Castelet qui représente le cadre de scène de l'Opéra Comique. Et dans ce petit Castelet, il y a des chanteuses qui font finalement 80 cm. Elles ont un petit corps de marionnettes hybrides avec leur tête à elles. Et toute l'histoire se passe à l'intérieur de ce Castelet avec des toiles peintes qui rentrent vraiment à l'ancienne et qui représentent les enfers ou le paradis ou tous les décors, la petite tombe d'Eurydice. On avait aussi la maîtrise de l'Opéra Comique qui était là, qui venait chanter à côté. Et puis tout un tas de petites marionnettes qui figuraient justement les choristes. Donc ça, c'était vraiment des marionnettes comme ça à gaine. Et alors là, j'ai fait une adaptation. Ah, il y a quelqu'un qui rentre. Quelqu'un arrive, on laisse rentrer la personne. Une adaptation très libre parce que j'avais envie qu'on comprenne l'histoire. Ouais. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on va voir un opéra, je trouve. Donc, j'ai raconté l'histoire un peu en la caricaturant, mais avec quand même, de l'humour. Avec de l'humour, mais moi, je trouve ça dingue quand même, parce que c'est vrai que je trouve que, en même temps belle, et en même temps, il y a un truc, il vient la chercher, il brave les enfers, il va la chercher jusqu'au fin fond des enfers, et elle n'arrête pas de l'emmerder parce qu'il la regarde pas. Et donc, je trouvais ça assez marrant. Donc, j'ai un peu mis ça en valeur. Ouais, c'est assez formidable parce que ça, effectivement, ça peut atteindre des gens qui ne connaissent pas l'opéra et ça peut leur donner envie de voir l'œuvre voilà, la vraie et ça peut familiariser des enfants avec ces voix lyriques, ces musiques. Bah, c'est formidable. En fait, ce qui était beau, c'est que Marie Lenormand qui chantait Orphée, là, l'extrait qu'on vient d'entendre, elle pouvait faire pleurer alors qu'elle faisait 80 cm. C'est-à-dire qu'au début, on rit. Mais c'est tellement touchant de voir cette petite bonne femme qui pleure sur la tombe. Et c'est ça qui est beau, c'est que c'est quand même, ça reste fort et touchant. Donc, j'étais très contente de ça. C'est la réussite. Alors, je vais bientôt proposer aux personnes qui sont là d'intervenir, de te poser des questions si elles le souhaitent. Mais avant ça, je voudrais savoir quels sont les projets en cours. Tu as parlé du Bourgeois gentilhomme qui est très en cours puisque bientôt en répétition. Quoi d'autre? Il y a aussi une adaptation du Voyage de Gulliver. Il me semblait bien. Donc justement, Petite balade aux enfers, j'avais déjà l'idée de Gulliver en tête, je voulais voir parce que c'est très compliqué forcément là. Je crois que si on fait Gulliver, ça va être le spectacle le plus compliqué qu'on ait jamais fait. C'est d'avoir tous les Lilliputiens, tous les Lilliputiens seront des marionnettes hybrides. Il n'y a pas les géants. Il n'y a pas les géants.
Par contre, le seul qui est grand, c'est Gulliver. Donc le seul qui est normal et qui finalement est anormal. Et j'ai un peu traité ça un peu comme le Muppet Show, l'invité du Muppet Show qui est là et puis qui est entouré de toutes ces marionnettes. Et finalement, c'est lui qui se retrouve un peu le mec qui est pas normal. C'est déjà écrit, ça. Oui, ça c'est une adaptation que je l'ai écrite toute seule, par contre, celle-là. Et ça devrait se faire en 21. Voilà. Avec Christian. Avec Christian à la mise en scène et avec moi, tous les deux. Parce que je trouve que de l'avoir écrit, je trouve ça bien d'avoir quelqu'un d'autre. Puis là, justement, c'est très compliqué. Je trouve ça rassurant. Il est très, très fort là-dedans, dans les hybrides et tout. Donc, c'est bien de le faire à deux. Ouais, beau projet à deux. Ouais. Et puis, j'espère qu'il jouera dedans. Il jouera pas Gulliver, il jouera un petit personnage. Un petit Lucien. Et sinon, j'ai 2 projets toute seule. Il y en a un, je sais pas si je peux vraiment en parler, mais enfin, c'est un vague projet avec peut-être des comédiens chanteurs de chez Madame Arthur. Ah ouais. On ferait peut-être quelque chose. Super. Voilà, donc ça, je suis très contente. On est en train de réfléchir. Plutôt pour 22. Et je vais mettre en scène Céline Milla Baumgartner, qui avait déjà fait des bijoux de pacotille avec Pauline Bureau. Et, belle actrice. Et elle a écrit un nouveau texte. Elle m'a demandé de la mettre en scène et je suis très contente de ça. Donc ça va se faire en octobre 21. On sait pas encore. On attend une réponse. Là, ça devrait peut-être se faire quelque part, mais je ne peux pas le dire. Mais voilà, belle actrice, belle personne et pas forcément. Elle m'a demandé ça, pas forcément en partant dans le visuel. Bon, il y a des choses qui viennent naturellement, mais c'est bien aussi de sortir un peu de. Donc je suis très contente de ça. Et exposer, faire des choses plus. Non, ça reste, c'est marrant. Dans le spectacle là pour l'instant. Toutes les sculptures, tout ça, j'ai jamais eu envie de. Ça a toujours été au service d'un spectacle ou de. Ouais, c'est pas du tout une envie que j'ai. J'ai rien à dire. En fait, j'ai essayé un moment, mais non, c'est. En fait, ça se rejoint, en fait. Oui, c'est un tout. Ouais. Bah, merci Valérie. Maintenant, je propose peut-être à ceux et celles qui sont là, s'ils ont envie de poser d'autres questions que j'aurais oubliées. Allez-y, n'ayez pas peur. C'est pas de la peur, ils ont rien à... Ils ont pas de questions. Quelle est ta couleur préférée? Je t'ai trop interrogée, peut-être. Non? Tout ce qu'on peut dire avec un corps et ce qu'on dit avec les mots sont pas du tout les mêmes choses. Donc vous venez de chez Philippe Gentil, enfin Christian, mais je crois que tu y es passé aussi. Du coup, le travail, justement, quand on mélange le corps et la parole, pour que l'un ne squeeze pas l'autre, comment ça se traite? Comment vous l'abordez? Parce que sans parole, je vois. Comment les deux se mélangent? Voilà ce que je voulais. Bonne question. Bonne question. Merci pour cette question. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que il y a un dosage. Je sais pas si je vais vraiment répondre à la question, mais la marionnette, par exemple, vole énormément la vedette aux comédiens. En tout cas, sur 20 milieux sous les mers, par exemple, tout ce travail corporel qu'il y avait de marionnette, de tout ça, il fallait absolument doser très bien la chose pour qu'on ne soit pas que en attente de la marionnette ou que du visuel. Et c'est ce qu'on essaie de faire dans nos spectacles parce que on est vite attiré par quand est-ce qu'il y a de la marionnette. Et je crois qu'en fait, Christian, en tant qu'acteur, est obligé de faire le même travail par rapport à ses partenaires parce que Christian, finalement, c'est un peu comme une marionnette ou un animal sur scène. Il attire l'œil à mort et il fait pas exprès. Mais il y a ce truc qui est tellement fort, tellement physique, que il peut vite piquer la vedette. Alors dans La Mouche, il y en a une qui pique la vedette. Bah ouais, c'est notre chienne. C'est la petite chienne. C'est Charlie. Et pourtant vous la gâtez pas, hein. Le massacre du chien. Hop, j'ai rien dit. On s'en débarrasse assez vite. C'est pas pire que le lapin. Le lapin qui s'est échappé à Lyon. Aïe. Et là, il nous a bien piqué la vedette. Il a réussi à faire un trou à sa cage. Il a commencé à se balader dans le... C'était horrible. Dans le jardin. Dans le spectacle. Pendant une scène avec Christine, elle me fait... Je vois le lapin se balader dans le jardin. C'était vraiment chaud. Finalement, il y a un technicien qui a réussi à l'attraper. Il est sorti... Oh là là. Heureusement, mais... en tout cas... moi, ce que je reproche en France, je trouve... parce que dans les cours de théâtre que je prenais...
À part, je suis un peu allée chez le Coq. T'es allée chez le Coq, oui. Mais pas beaucoup, et puis trop tard, et puis je pense que c'était mieux à l'époque, mais c'est que on va filer par exemple au cours Florent. Moi, ce qui me choquait, c'est que on donnait aux élèves qui sont là, qui savent absolument pas quoi faire de leurs membres, et allez, vas-y, joue-moi une tragédie en alexandrin, et ils sont là, et j'ai l'impression qu'il faut d'abord tellement sentir dans le corps les choses, et avant de dire quoi que ce soit, on sait bien que le langage du corps est bien plus fort que tout ce qu'on peut dire. On a cet instinct quand même qui nous reste, et je crois que c'est peut-être pour ça que nos spectacles ramènent un peu un public un peu universel, large. Parce que finalement le visuel, le mouvement, le corps, ben ça parle à tout le monde. C'est vrai. Une autre question, ouais. Au sujet de tes marionnettes, j'aimerais savoir comment tu les conçois, si tu pars d'un dessin, si tu sculptes, enfin, quelles sont les différentes étapes pour arriver à ce qu'on voit sur scène, qui a l'air d'être un mélange de tissu, de mousse, enfin, on sait pas trop. Est-ce que tu peux le dire ou c'est top? Ouais. Mais tu parles, ça dépend, parce que par exemple pour la mouche, là, je pensais plutôt à 20 000 lieues et parce que la mouche finalement c'est très réaliste, il y a pas de les poissons, donc c'était avec Carole, on avait envie de partir sur des personnages. Donc ça, c'est des personnages qu'on avait décidé avec Christian. Par exemple, il y avait on l'appelait le petit nerveux, c'était un Zanclus cornutus, le jaune et noir, là, avec son, et on avait un mérou, un gros mérou très mou. Et donc, on avait décidé d'avoir un duo comique de poissons. Et ensuite, avec Carole et Christian, on s'est dit, tiens, quel genre de poisson qui existe vraiment dans la nature pourrait correspondre à ce caractère-là. Et ensuite, on les a dessinés, on a un petit peu exagéré à quoi ils ressemblaient, quoi, leur caractère, leurs traits. Mais voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Par exemple, les suce-vitres, enfin moi j'appelais ça. C'est marrant, c'était mon frère et moi quand on était petits, on avait ces poissons-là qui sont des poissons d'eau douce d'ailleurs. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Bravo. Et donc ces suce-vitres qui ne sont pas des poissons d'eau douce, de mer, non, ouais. On a triché. Ça on les a dessinés. On avait commencé d'abord où je m'étais fait un petit poisson autour de moi. On voulait que ce soit des vraies bouches, en gardant nos bouches que j'avais collées contre la vitre, mais c'était trop petit. Donc voilà, on les a dessinés. Puis ce qui était marrant avec ces poissons, c'est qu'il y en avait 3, que c'était les mêmes, mais qu'on savait très bien qui derrière les manipulait. On ressentait la personnalité du comédien. Donc c'était voilà, donc en fait, on a essayé d'être proche de la nature, mais rien que le fait de les sculpter, de toute façon, ils sont forcément interprétés. Tu sculptes. Ouais, je dessine. Ensuite, on sculpte en terre, puis moulage, puis ensuite des tirages en mousse de latex. En général, il y a de la taille de mousse aussi. On prend des blocs de mousse qu'on taille directement. Par exemple, c'est masculin. Les gros tentacules. Ça, c'est des énormes matelas en mousse qu'on taille directement dans la masse, et finalement, c'est des trucs qu'on secoue pour faire cette sensation de voilà. C'est chouette, tu nous dis des secrets. Est-ce qu'il y a d'autres questions? T'as mis en scène le Domino Noir. On terminera avec un extrait musical de cet opéra. Incroyable, vous avez fait ça à Bruxelles. À Liège. À Liège, ouais. Voilà, il fallait bien que j'en dise une bêtise. C'est pas trop... Et ça a été aussi à l'Opéra... Oui, c'était une coproduction des deux. On était très étonnés que Olivier Manteil fasse appel à nous pour de l'opéra, parce que tous les deux, on ne connaît pas grand-chose en opéra. Donc ça faisait un peu peur, forcément, et c'était une espèce de vieille œuvre quand même de derrière les fagots quand même, hein, parce qu'il a sorti ça, on l'a lu, on fait oulala. Ouais, qui semble assez. L'histoire super poussiéreuse, alambiquée, l'enregistrement qu'on avait, on s'est dit on a dit oui, mais on a eu un peu peur, et puis finalement on a eu le droit quand même de réécrire, donc on a quand même adapté la chose. On est tombé sur des chanteurs hyper sympas.
très talentueux évidemment, mais très sympa parce qu'on les choisit pas. Bah oui, l'opéra c'est particulier. Bah oui, de toute façon on ne connaît rien, donc on peut pas savoir qui chante quoi, mais. Et il y a des codes quand même très spécifiques, respectés, je pense. Et puis ils sont pas forcément tous bons comédiens, ni Bien forcément sûr. tous sympathiques. Donc là, on a eu de la chance, on a eu une équipe formidable et donc le visuel s'est imposé là-dedans parce que ça partait sur un bal costumé. Et donc là, on a, par exemple, il y avait un lord qui était toujours très énervé. On l'a déguisé en porc-épic, il tirait sur sa veste, il y avait des pics qui se levaient. Il y avait un grand séducteur, donc lui, il était déguisé en pan, il ouvrait sa queue. Enfin, voilà. On s'est bien amusé là-dessus et on a découvert un univers qui se prête énormément au visuel. Finalement, l'opéra, c'est parfait. Évidemment. C'est parfait. Pas d'autres questions. On va clore ce café avec Panchi, avec Valérie Le Sort. Je te remercie infiniment. Merci beaucoup. Vraiment. Et merci à vous qui avez été là aujourd'hui. On écoute le domino noir. Merci. C'était donc un café avec Panchi. Si ça vous a plu, à vous de jouer. On a besoin de vos commentaires, de vos likes, de votre soutien. Le mois prochain, un auteur, une autrice sera de nouveau au rendez-vous pour dévoiler un peu de son mystère. Alors abonnez-vous, parlez-en, partagez, mettez-nous plein d'étoiles et retrouvez toutes les infos sur notre page Facebook Un café avec Panchi. N'hésitez pas à nous rejoindre pour assister aux enregistrements en public au Blabla Café à Paris ou bien à nous suivre en ligne et à bientôt.